Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, donc moi, mon boulot principal, c'est chef de produit radio et manager d'IP Production auprès d'IP Luxembourg, RTL Group. Mais ce n'est pas dans cette qualité-là que j'ai été invité, mais c'est avec une activité accessoire. Avec un associé en 2015, on a parlé de monter éventuellement un restaurant. Et déjà là, on disait que c'était une mauvaise idée parce que ça prenait beaucoup de temps et d'efforts. Et comme on était quand même d'avis que la vie est trop courte pour ne pas bien manger et boire, on s'est dit, ben, on va monter une bibliothèque épicerie fine avec la possibilité de faire une petite restauration à côté. C'est ce qu'on a fait dans le centre commercial Solvrec à Solœuvre. Donc, on a créé comme un petit monde de cadeaux spécialisé en produits de petits producteurs de haute qualité, pour la plus grande part exclusifs au Luxembourg et avec des beaux packaging. Notre spécialité, c'est de faire des corbeilles sur mesure et nous réalisons ça avec une palette de produits de 1500, 1600 produits avec 220 pour la grande partie bio aussi. Et c'est dans ce contexte-là, évidemment, après l'ouverture, qu'on s'est posé la question, ben, comment est-ce qu'on va se vendre avec un ou plusieurs points de vente, avec le commerce électronique, oui ou non. Et si vous le voulez, ben, je pourrais vous raconter dans un instant un petit peu les avantages et les désavantages qu'on a vécu depuis. Pierre? Ah, Pierre, ton micro est coupé. Alors, pendant que Pierre cherche le micro, je passe la parole à Carlos tout de suite, vu que ton micro a l'air ouvert. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Carlos Quintas, je suis un des cofondateurs d'Electronic Shop et Deltoys. Et ça fait à peu près 10 ans qu'on est sur les marketplaces. Donc on a commencé très tôt. Enfin, le programme est déjà assez complet. Je confirme tout ce qui a été dit, tout le process, toute la complication, tout le chemin qu'il faut parcourir. Moi, ce que je peux rajouter pour les gens, c'est de quel marketplace choisir, parce que pas tous les produits ne fonctionnent sur toutes les marketplaces. Le vêtement va fonctionner peut-être dans une, l'alimentation dans une autre. Et en fait, nous, on a fait cette expérience-là. Aujourd'hui, on est actif sur 9 marketplaces. Et moi, je conseillerais aux gens de prendre leurs produits, parce qu'ici, on parle beaucoup plus à des distributeurs qu'à des fabricants. Donc, c'est une autre approche du commerce. Quelqu'un qui produit son propre produit va avoir une approche différente de quelqu'un qui distribue un produit pour une autre marque, qui est plutôt le cas des gens au Luxembourg, dans le gros. Et ce que je conseille aux gens, c'est de prendre leur best-seller et d'essayer eBay, d'essayer Rakuten, d'essayer Amazon sur une période de 30 jours et de voir quel est le retour vente par rapport à la plateforme. Cette expérience, nous l'avons eue et nos produits se vendent super bien sur certaines plateformes et pas du tout sur d'autres. C'est ma première approche. Très bien. Je suis assez d'accord. J'ai retrouvé le micro. Ah, très bien. Oui, j'avais réduit ma fenêtre et du coup, je ne trouvais plus mon micro. Donc, Pierre Friob, Habitat Kids, c'est en tout cas comme ça que je me présente aujourd'hui, parce que j'ai d'autres activités. Donc, on a commencé avec une activité retail à Luxembourg de produits autour de l'enfance, assez haut de gamme. On s'est développé en Allemagne et en Espagne et on a commencé le digital très tôt. On a commencé avec une stratégie de revendeur qui était la seule à l'époque. Et on a touché à tout au niveau en ligne, également Amazon. Et on s'est rendu compte aussi avec le temps que les marques, elles avaient pris conscience de l'importance du web, on va dire, du e-commerce. Donc, à la fois, il y a une concurrence accrue avec d'autres retailers et à la fois la concurrence des marques. Donc, on est parti sur une stratégie en digital sous nos propres marques. On a développé une marque de meubles et avec une stratégie digitale à long terme. Alors là, je m'adresse, parce que Carlos a dit, au Luxembourg, il y a beaucoup d'entreprises de petite taille. Donc, on a présenté les places de marché en long, en large. Guillaume de l'agence Bison nous a parlé surtout de marques. Et donc, les places de marché pour les marques, c'est important et confortable parce qu'il y a une marge.
Pour des petits revendeurs, c'est compliqué. Contrairement à ce que Damien dit, je veux dire, ça n'est pas les mains dans les poches, et loin de là. Et si on veut vraiment faire une activité, il y a un vrai travail derrière, qui veut dire travail, veut dire coût. Donc, l'approche marge est très importante parce qu'on dit 15% sur le produit, mais ce qu'on ne dit pas, c'est 15% sur le prix de vente TTC. Donc, vous payez aussi de la TVA qui n'est pas une marge. Vous payez sur les frais de port, donc 15% sur les frais de port que vous facturez, mais qui n'est pas non plus une marge. Et vous payez aussi un abonnement. Donc, si c'est pour faire quelques centaines ou milliers d'euros par mois, je vais dire ça n'est pas intéressant. Donc, aller sur une place de marché, je pense qu'il faut une vraie stratégie. Dans notre cas, on a laissé tomber Amazon parce que la typologie de produit, notre typologie de produit n'était pas adaptée à Amazon. Enfin, c'est comme si on comparait, je sais pas, Carrefour, les parfums Carrefour avec les parfums des Guerlain, ça se vend pas de la même façon. Et donc, je pensais que c'est important aussi de bien approcher, comme Carlos l'a dit, les bonnes places de marché, celles qui correspondent à votre type de produit, donc vos clients. Amazon, c'est certainement la place de marché pour ce qui est volume et des produits grand public. Pas forcément pour des produits créateurs, même si là-dedans, je dirais, ils ont aussi des tentatives pour trouver une place. Aller sur les places de marché, elles ont toutes des façons différentes de travailler. Donc, c'est loin d'être les mains dans les poches. Une veut le titre comme ça, l'autre veut des bullet points comme ça, l'autre veut une description de 2000 caractères, une courte, l'autre pas de courte. Donc, quand on attaque plusieurs places de marché, on se trouve très vite confronté, je dirais, à une problématique de comment gérer toutes ces différences, récupérer les commandes, automatiser le processus, qu'il faut faire tout en manuel, créer les fiches en manuel, importer les commandes, enfin les taper à la main, les confirmer à la main. Votre marge, elle est complètement bouffée par les frais de gestion. Viennent les agrégateurs de flux dont Damien a un peu parlé. Personnellement, j'en suis un peu revenu parce que donc c'est les agrégateurs de flux, une espèce de boîte entre vous et les différentes places de marché et qui va adapter, on va dire, vos données aux différents critères, aux différentes exigences de places de marché. Mais ça marche si vous avez des produits assez standardisés, puis eux aussi prennent une marge au passage. Donc, si vous êtes revendeur, ça devient vraiment compliqué. Donc, on a fait une approche de dire on laisse tomber Amazon parce que ça ne nous correspond pas tellement. Et par contre, comme Carlos, on a envie d'aller sur plusieurs parce qu'une marche, l'autre pas, mais sans le faire sans gros investissements. Donc, il y a une plateforme technique qui s'est développée qui s'appelle Miracle et sur lesquelles de grands retailers, de grands marchands se sont convertis. Des gens comme Fnac, La Redoute bientôt, Galeries Lafayette, Carrefour, etc. Enfin, adoptent de plus en plus cette place de marché qui permet d'accueillir des revendeurs. L'avantage pour moi, donc nous on a travaillé sur l'API de Miracle. Et donc, l'avantage, c'est que je peux monter sur chaque place de marché. Enfin, ça, c'est mon outil, ma connexion. Et je peux monter sur différentes places de marché relativement rapidement. Je teste, ça marche, je reste. Ça ne marche pas, je ferme. Et je passe en remonte. Aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme technique qui monte. Et j'ai un ami dirigeant d'Amazon qui disait que ça, c'était leur concurrence numéro 1 à leurs yeux en Europe. Et voilà. Voilà un petit peu, je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais voilà déjà un premier, Très bien. jet de mon expérience. Merci. Ben, écoute, en tout cas, je pense que déjà un des points qu'il faut retenir dans ce que tu as dit, c'est l'importance de choisir par rapport à sa typologie de produit. C'est très important et c'est quelque chose qu'on n'a souvent pas en tête. On pense souvent à Amazon ou d'autres grands noms, c'est Discount ou autre, mais voilà, choisir, c'est un peu l'emplacement comme dans une ville. Hein. C'est important par rapport à la clientèle que l'on vise. Donc, en tout cas, extrêmement important et très pertinent ce que tu viens d'évoquer. Je vais me permettre de poser une question à Carlos par rapport à ce qui a pu être évoqué. Carlos, tu évoquais que tu utilises plusieurs marketplaces. Pierre l'a évoqué également. Est-ce que tu peux nous éclairer sur comment au quotidien tu peux gérer une multitude de marketplaces qui a plusieurs entrants,
plusieurs méthodologies de travail, quelle est l'organisation que tu préconiserais pour pouvoir gérer plusieurs marketplaces? Parce que ça peut faire peur. Enfin, nous, on a écrit notre propre API, donc ce qui veut dire on fait ça en interne. C'est nos informaticiens qui font l'API vers les plateformes. Parce qu'il faut savoir que même au sein d'Amazon, l'API Espagne est différent de l'API de France, par exemple. Donc ça commence par là. Et puis on est sur Rakuten, on est sur Let's Shop, on est sur Brinklink. Et en fait, à un moment, on a décidé d'être maître de l'API, puisque l'API, c'est le programme d'entrée et de sortie des informations entre les deux systèmes. Et en fait, chaque marque, chaque plateforme a un peu ses spécificités. Il y a des informations standards partout, comme le code RN ou photo, tout ça, mais dans le process de travail, elles sont toutes complètement différentes, que ce soit le pricing, que ce soit le marketing ou le FBA stocké chez la plateforme ou pas, et ainsi de suite. Donc, chacun a un peu un process différent, une API différente au sein du même groupe. Par contre, je conseille aux gens d'aller sur les plateformes parce que les plateformes, ce que disait Damien avant, vous aident à avoir une fenêtre vers l'extérieur, en fait. Quand on veut exporter, comme dans un petit pays que le Luxembourg, par exemple, les plateformes nous ont ouvert des marchés comme la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Japon, des pays comme ça. Qu'avant, qu'en tant que petite entreprise luxembourgeoise, on n'aurait jamais facile à le faire. Et les plateformes permettent d'être implémentées localement et puis diversifiées vers l'exportation, qui aujourd'hui est à peu près 60% de notre marché, c'est l'export. Et donc, c'est ce que les plateformes aujourd'hui permettent à un commerçant dans un petit coin d'Europe, c'est d'exporter et d'être vu. Si vous n'êtes pas sur la plateforme, votre concurrent, il sera en fait. C'est tout simple. Donc, celui qui est visible aura une opportunité de vente. Celui qui n'est pas visible n'a pas cette opportunité de vente. J'ai un petit message pour Damien aussi. Et, par rapport au nombre, mes deux meilleures plateformes sont Nature et Découverte et Greenwiz. Donc, Greenwiz, c'est une filiale de Carrefour, mais spécialisée dans tout ce qui est bio. Et donc, ça, c'est une clientèle qui nous correspond bien, qui a aussi un pouvoir d'achat plus élevé. Et sur Nature et Découverte, on a une relation, et d'ailleurs Greenwiz aussi, et beaucoup de plateformes, on a un vrai relationnel, ce qui est plus compliqué avec Amazon, effectivement, ou Cdiscount. Un vrai relationnel avec les responsables des différents secteurs. On fait des campagnes ensemble. Sur certaines plateformes, on est même unique. C'est même une stratégie de certaines plateformes. Un seul vendeur pour un produit. Donc, elle privilégie plutôt les marques. Mais voilà, c'était un petit plus que je voulais dire. Je pense que Amazon, c'est la référence, mais c'est un écosystème qui se développe très fort et d'autres ont des stratégies différentes dans lesquelles tout le monde, je dirais, peut trouver sa voie. Mais il faut bien l'identifier. J'avais une question aussi au niveau timing, en termes de saisonnalité. Enfin, est-ce qu'il est peut-être préférable de démarrer sur une plateforme lorsqu'on est en période creuse, ou bien peut-être lorsqu'on a déjà une certaine expérience de vente en ligne? Je parle ici peut-être pour des personnes qui n'ont jamais vendu sur une place de marché. Est-ce qu'il y a un timing ou une expérience de base à avoir? Est-ce que vous auriez des conseils là-dessus? Peut-être Camille ou Carlos, ou enfin, peu importe qui se sent. Écoutez, déjà, je dirais qu'il est toujours préférable quand on a un magasin de détail d'avoir les gens chez soi. Vous connaissez tous l'expérience, vous allez chercher un sachet d'orange au supermarché et vous rentrez avec 3 sachets et vous avez acheté 3 fois plus que ce que vous avez envie d'acheter. Donc, chacun doit décider pour soi-même, mais je pense que c'est un atout, oui, d'avoir un commerce électronique en parallèle parce que ça génère bien évidemment un budget supplémentaire. Prenons Let's Shop, quand nous on a commencé, on a pris PrestaShop pour déjà être présent. On a eu énormément de travail parce que c'est très lourd d'utilisation. Alors Let's Shop est venu à point nommé, on a mis certains produits dessus et on a constaté que le budget global, le chiffre d'affaires a augmenté, ce qui était une bonne chose. Et il y a des gens qui simplement n'arrivent pas dans ton magasin et que tu cibles par ce biais-là. Donc, de 1, c'est un surplus. De 2, Damien l'a soulevé aussi, la visibilité, elle est importante. Et pendant le confinement, notamment,
je pense que ça vaut peut-être aussi pour Carlos et Pierre, ça nous a sauvé un peu les meubles, un peu diminué les frais parce que les gens n'étaient pas à même de venir dans le magasin, donc c'était quand même assez important. Un aspect qui peut-être n'a pas encore été soulevé au niveau du trafic généré par le commerce électronique quand on a un magasin de détail à côté. Let's Shop, par exemple, donne l'opportunité de faire du click and collect. Donc, on peut réserver un article. Donc, on fait quand même soi-même le geste d'aller dans le magasin et de profiter de toute l'offre qui se présente. Et puis, ce qu'on n'a pas encore soulevé non plus, c'est le fait de lier tout produit électronique sur Facebook et Instagram Business. Moi, dans mon cas, j'ai des gros soucis à ce niveau-là parce que vous connaissez tous l'attitude des Américains par rapport aux alcools. Donc, je suis bloqué à chaque produit que je mets parce qu'ils n'acceptent pas les alcools. Donc, ça, c'est un produit inhérent à une vinothèque épicerie fine, mais voilà, ça, on le gère d'une autre façon. Mais le fait de taguer les produits, etc., d'avoir cette interactivité, pour répondre à ta question, je pense que oui, c'est important dès le départ d'être, si ce n'est que pour des raisons de marketing, hein, Damien l'a dit, pour la plateforme luxembourgeoise, par exemple, l'accès est ouvert et gratuit, les 500 € sont offerts. Donc, rien que la visibilité via aussi le référencement Google ou autre est quand même assez intéressant. Juste pour terminer, il y a pour moi aussi des petits désavantages parce qu'au Luxembourg, je ne sais pas comment ça se présente autour de nous, mais en tout cas, Let's Shop a d'énormes problèmes de logistique. On ne peut pas comparer Let's Shop à tout ce que fait Amazon, que ce soit au niveau de la livraison toute simple ou avec le fait de traquer les différentes livraisons. Moi-même, j'ai eu énormément de problèmes à ce sujet-là. On a choisi maintenant une société nous-mêmes avec laquelle on fonctionne parce que là, il fera 30 degrés le week-end prochain. C'est critique quand on envoie des produits alimentaires. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont encore à améliorer, mais il a été dit tout à l'heure qu'il y a le programme Fit for Digital aussi qui va quand même épauler les sociétés aussi dans cet exercice. Et notamment dans ce consulting, Thomas, dont tu parlais, donc de dire à quel moment il faut peut-être investir dans quoi, se faire guider, se faire suivre. Je pense que là, c'est vraiment une bonne aide à chacun. Et peut-être un petit mot, peut-être juste sur la... Enfin non, pardon, allez-y Pierre, autant pour moi. Donc, je voulais dire que c'est... Bon, je pense quand même dire la même chose quand on démarre. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que les terrains, quoi. Je veux dire, démarrer au meilleur moment, tout ça, c'est compliqué. De dire si il y a un bon moment. Avoir des gens qu'on connaît, je veux dire, dans son environnement pour partager, on va dire, ses erreurs, ses soucis, ses questions, ça, je pense que c'est vraiment important. Notamment le rôle d'une fédération. Mais après, chaque métier est différent. Et je veux dire, être commerçant et puis après être commerçant en ligne, c'est deux métiers qui sont très différents. Le produit est le même, mais la technique est vraiment très différente. Et je crois qu'il faut vraiment tomber plusieurs fois pour trouver la voie, quoi. Au début, c'est pas facile. En fait, quand vous allez sur une plateforme, vous allez avoir une sorte de montagne russe, en fait. Vous allez avoir des concurrences, vous allez mettre des produits, vous allez avoir des ventes, votre concurrent va diminuer de 2 cents, vous allez diminuer de 2 cents, vous allez être euphorique. Et au fait, vous allez faire des hauts et des bas. Mais ça, c'est à peu près dans toutes les plateformes le même chemin. Ce que je peux dire aux gens, c'est de ne pas mettre un produit où il y a plus de 3 vendeurs, par exemple. De ne pas perdre de temps avec un produit où il y a 172 vendeurs. Ça ne sert à rien. C'est de l'énergie, du temps perdu. Donc, essayez de trouver des produits de niche où vous avez une certaine exclusivité parce que ça ne sert à rien d'aller vendre un stylo Bic sur Amazon en tant qu'entreprise luxembourgeoise. Donc, il faut faire un vrai choix de ne pas mettre tout son portfolio de produits, oui, mais de voir aussi quels sont des produits où la concurrence n'est pas énorme, en fait. Par exemple, une carte Samsung 50 Go, vous aurez 373 vendeurs à travers la planète. Et Amazon sera le premier vendeur.
Et puis, vous aurez des prix allant de 50 jusqu'à 5 000 euros pour la même plaque, en fait. Si vous allez en dernière page, vous trouverez un disque dur Samsung à 5 000 $. Et ça vous fera rigoler, mais c'est une perte de temps et d'énergie pour quelqu'un qui veut se lancer sur une plateforme de mettre des produits, ce que moi j'appelle des produits morts, parce qu'il n'aura aucune chance de les vendre. Du coup, par rapport à ça, vous avez fait un espèce de scanning des différents produits sur les différentes plateformes. Et donc, sur certaines plateformes, vous mettez certains produits qui sont peu concurrencés et sur d'autres produits qui sont peu concurrencés. J'ai choisi sur mon produit, j'ai choisi quelle plateforme de vente il ira. Après, j'ai beaucoup de produits dans ce genre-là, mais sur certaines plateformes, vous aurez plus de succès que d'autres. Mais il faudra choisir vos meilleurs produits. Vous avez, comme disait avant le monsieur du t-shirt, vous avez une bonne marge et vous savez être concurrent, avoir une certaine concurrence avec les autres vendeurs qui vendent le même produit. Parce qu'au Luxembourg, on est presque tous des distributeurs, on n'est pas beaucoup de fabricants. Donc, on sera toujours en concurrence avec quelqu'un. Si on voit une cartouche HP, on aura 700 concurrents sur Amazon. Donc, ne perdez pas de temps avec une cartouche HP. Vendez la cartouche HP que personne n'a en stock. C'est d'ailleurs, si je peux me permettre, une de nos spécialités. On fait des corbeilles sur mesure. Donc, le client, en tant que tel, il a déjà un contact direct avec le magasin. Ça, c'est l'avantage de Let's Shop, bien sûr. Mais bon, sur Amazon, on peut aussi ici là trouver des numéros de téléphone. Mais nous, à partir d'une commande qu'on reçoit, on appelle les gens pour déjà, les mettre en sécurité. Parce que sur Amazon, j'ai aussi déjà vu des choses qui ne sont pas très catholiques. Donc, voilà, on a ce contact direct, on s'échange et les gens sont super contents parce que déjà, ils ont un feedback, ils savent que ce n'est pas une magouille, ils savent qu'il y a un bon déroulement derrière et tout. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Et mon conseil, ce serait aussi peut-être de se créer un mini-site sur son adresse web où on regroupe ses produits et où on fait le lien avec la plateforme électronique quelle qu'elle soit pour faire l'acte d'achat après, parce qu'on est tant sur Amazon que sur d'autres plateformes, déjà aussi sur Let's Shop avec 320 000 produits, avec 500 commerçants, on est un peu noyé dans la masse. Et donc, si on regroupe ces produits et fait de la pub générique pour son site, qui a leur transfert vers la plateforme électronique pour l'acte d'achat, je pense que ça, c'est un peu aussi une des solutions du futur. Si je peux me permettre quand même un petit point sur Let's Shop, dans l'état actuel des choses, je veux dire, c'est un bébé et c'est un bébé qui doit grandir, quoi. Parce que c'est un message que j'ai souvent passé au niveau des administrations, mais en l'état actuel des choses, je veux dire, il est quand même très manuel. Je veux dire, la logistique, effectivement, il y a le suivi pour les clients, il est nul, quasi nul, je crois. Donc, c'est un peu la surprise quand la marchandise va arriver. Les commandes, il faut les taper à la main, il faut tout saisir à la main. Donc, si on veut vraiment faire un chiffre d'affaires, le travail derrière, il est tellement lourd que, personnellement, j'ai accompagné la plateforme au début avec Jacques Lorrain de Luxcadi. Donc, on a aidé à créer la plateforme Let's Shop. On a donné des différents conseils. Mais effectivement, l'année passée, pendant le shutdown, on a fait pas mal de volume sur Let's Shop. On en a fait beaucoup plus sur notre site, mais on s'est fait incendier par les clients parce que Let's Shop s'est fait déborder, que la logistique ne suivait pas, qu'ils n'avaient pas d'informations, les colis étaient perdus, etc. Donc, ça montre effectivement qu'il y a un marché pour Let's Shop, mais il faut vraiment passer au stade supérieur, je dirais, pour que cette plateforme luxembourgeoise, elle étouffe pas, je dirais, à un moment ou à un autre. Elle peut avoir aussi beaucoup plus grandes ambitions, effectivement permettre la connexion à des marchands luxembourgeois vers les autres grandes plateformes via Let's Shop. Mais derrière, c'est des investissements et une volonté politique. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour vos témoignages et les éléments que vous avez pu apporter.